en réalité, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, c'est un concept, c'est aussi un mouvement qui, selon son éthique, appartiendrait à tous les Africains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion, un mouvement qui appartiendrait à tous les Africains, qu'ils soient du continent ou qu'ils soient de la diaspora. Et donc, à sa genèse, le panafricanisme est fondé sur des critères très clairs s'agissant de l'intégration des peuples africains, s'agissant de leur unité face à l'Europe coloniale et impérialiste. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une incompatibilité entre la division des peuples africains et le concept du panafricanisme. Parce que le concept du panafricanisme tient en premier lieu compte de la dimension géopolitique de l'Afrique, sa dimension démographique, culturelle, et donc qui est bien sûr inhérent à toutes les diversités africaines, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, au plan ethnique, au plan racial, au plan spirituel et ou religieux. Et ce qui requiert dans la philosophie du panafricanisme des notions que nous devons intégrer, parce que il y a africanisme, afrocentrisme, et il y a toutes sortes de théories qui, à mon avis, doivent être rectifiées pour qu'elles soient compatibles avec le concept du panafricanisme. Parce que le panafricanisme requiert de l'unité et de la tolérance entre les Africains et entre tous les humains comme un facteur d'union en rapport avec les diverses composantes raciales et civilisationnelles qui sont plurielles de l'Afrique. Donc, antérieurement à cette fondation, qu'on peut considérer l'OUA comme une fondation moderne et contemporaine, il y a eu des précédents parce que les résistances africaines ont eu un caractère, ont une antériorité et un caractère global, et il faut signaler que les mêmes grands résistants qui étaient des réformateurs africains avaient ces mêmes préoccupations d'unité, de rassemblement, indifférencié de l'Afrique et des Africains, quel que soit les obédiences ethniques, raciales, spirituelles, religieuses, etc. Et on peut citer à cet effet l'Amir Abdelkader d'Afrique du Nord. On peut citer aussi l'empereur Béhanzin du Dahomey, du Bénin, et aussi les grands résistants de l'Afrique de l'Ouest comme El Hadj Omar, comme Omar Dan Foutou, comme Omar Mokhtar, etc., etc. Donc il est très important de ne pas restreindre l'africanisme dans une vision étriquée, dans une vision sectaire, parce que nous risquons effectivement, en faisant cela, de faire le jeu de la division qui est le jeu de l'ennemi de l'Afrique, qui est le jeu de l'impérialisme et aussi du sionisme. Il faut se rappeler aussi, s'agissant du panafricanisme, des événements et des révoltes d'avant et d'après 1848 qui vont domicilier cette résistance panafricaine en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et notamment dans les îles Caraïbes et des dernières colonies. Il faut savoir qu'aux Amériques, et surtout en Haïti, comme on l'a remarqué dans toute la Caraïbe, il y a eu le même scénario de résistance et de révolte d'avant et d'après 1848. Et c'est un courant, c'est une œuvre révolutionnaire globale de nos ancêtres esclaves et nègres marrons, et
qui ont eu, par leur idéologie africaine, par le flux de leur puissance spirituelle, la faculté de mener, de forger le fer de ces résistances. Et donc nous devons nous identifier en tant que patriotes, en tant que nationalistes à ce combat libérateur qui est le panafricanisme avant la lettre. Et c'est là que l'inspiration spirituelle, idéologique a été puisée. C'était en immersion dans les différentes cultures, dans les différentes civilisations africaines, notamment en Amérique latine, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes et aux Antilles. C'est très important parce que nous ne pouvons aborder cette réalité panafricaine dans son évolution sans parler aussi de l'avènement du mouvement Rastafari, et donc un mouvement que l'on doit expliquer à partir d'une évolution du panafricanisme dans la région. On peut dater de 1969-1970, l'événement historique du mouvement Rastafari comme une forme positive du panafricanisme caribéen contemporain qui a été, il faut le dire, réprimé. Cela peut étonner certains qui ont cherché à stigmatiser le mouvement Rastafari, le mouvement panafricain, pour créer la confusion en ce qui concerne la réalité de ce mouvement. Donc nous disons qu'il faut tenir compte dans la description et le développement du panafricanisme, du mouvement Rastafari, qui en est la résurgence même du panafricanisme incarné, qui avait été déjà incarné en 1848 par les révolutions des esclaves et des nègres marrons aux Amériques et aux régions des Caraïbes, dans un processus de libération, de libération nationale. Dans mes 2 premiers tomes des Frères des Îles, dialogue politique, discours de la révolution culturelle, dans le tome 2, j'ai essayé de décrire la révolte des nègres marrons comme un élément porteur de civilisation. Et j'ai essayé aussi de parler de l'exploitation de la femme et en même temps la résistance de la femme dans notre univers colonial. Donc, nous devons préciser que le mouvement Rastafari, qui commence dans les années que je viens de citer, 69-70, dans les Caraïbes, aux dernières colonies, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, eh bien, il a été réprimé. Et pourquoi? Quelle est la raison? Parce que l'émergence de ce mouvement a créé on peut dire, la stupéfaction du système, la stupéfaction de l'élitisme intellectuel néocolonial et politique. Pourquoi? La première raison est le refus de l'identité africaine. La deuxième raison aussi est une raison spirituelle, parce que il faut savoir que le colonialisme, le néocolonialisme et l'éducation nationale ont développé des références agnostiques, des références matérialistes, athées, qui étaient incompatibles avec la civilisation africaine, qui était incompatible aussi avec les références spirituelles du mouvement Rastafari, parce que rappelons que le rastafarisme faisait référence au christianisme orthodoxe,
qui n'est pas, précisons-le, le christianisme catholique, apostolique et romain, qui a œuvré, on peut dire, à une certaine période dans l'orientation de la théologie de la domination. Au contraire, le christianisme orthodoxe se réfère à un développement plutôt de la théologie de la libération. Et cela a stupéfié une grande partie de l'élite parce que c'est une religion puissante, le christianisme orthodoxe, qui est pratiqué par les puissances russes, par les peuples slaves en Europe de l'Est. Et cette religion était revendiquée sous nos cieux par les Rastas, et ce qui explique aussi le rejet. Et il faut se rappeler que pour ce qui concerne l'Éthiopie, qui est une des matrices de l'Afrique, eh bien, Sa Majesté Haïlé Sélassié, premier fondateur de l'unité africaine de l'OUA, est un éminent successeur du clergé de l'Église orthodoxe qui a vaincu les Européens à la bataille d'Adoua. Il faut rappeler que la bataille d'Adoua opposait Rome, qui était l'Italie fasciste, du dictateur Mussolini, au peuple éthiopien et à Sa Majesté Haïlé Sélassié. Donc disons que le rejet du mouvement Rastafari est dû à son allure contestataire, parce que ce mouvement aux West Indies, dans les îles antillaises de Jamaïque, de Grenade, de Sainte-Lucie, eh bien, faisait les foi des éléments du néocolonialisme, tant dans les îles, comment dirais-je, dites françaises, sous l'occupation française, que de même dans certaines îles où le néocolonialisme allait bon train, avec sous la tutelle de la reine d'Angleterre et de l'ensemble du Commonwealth. Il est très important aussi de mentionner que le mouvement panafricaniste Rastafari a eu une épopée à la Grenade avec le président Maurice Bishop, qui avait armé les Rastafari dans sa bataille contre le colonialisme et les invasions de la CIA, des USA, qui étaient résolus de combattre toutes les velléités insulaires, de se libérer, d'accéder à l'autodétermination, et cela sous prétexte de la lutte contre la drogue et contre le castrisme dans la région. Et aussi, rappelons qu'en 1970, l'ombre de la révolution de la Grenade et l'image de Rasta révolutionnaire qu'il faut, pour ne pas le nommer, du Raskabinda, qui donc Desmond Tutu, était un Rastafari engagé dans le panafricanisme, et sa participation dans la révolution de l'île de la Grenade a très fortement impressionné le colonialisme et le néocolonialisme dans la région des Antilles, pensant que le mouvement Rastafari dans les dernières colonies dites françaises serait en quelque sorte l'imitation du mouvement Rastafari, qui avait aidé à contribuer à la résistance dans l'île de la Grenade et à l'action révolutionnaire du président Maurice Bishop. Donc, nous voyons que le panafricanisme, à travers les Rastafari, a essuyé une campagne médiatique de dénigrement soutenue. Et cette campagne était destinée à cibler en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane l'Afrique à travers le courant Rastafari. Il faut dire que
cette première stigmatisation du mouvement panafricain à travers le rastafarisme est venue du sionisme, qui recherchait à disqualifier le fondateur de l'unité africaine, à savoir Sa Majesté Haïlé Sélassié. Et nous avons assisté à des campagnes de dénigrement à travers les médias, à des caricatures de circonstances pour former une contre-opinion et forger une image négative pour occulter la valeur politique de Sa Majesté Haïlé Sélassié, qui était l'un des premiers leaders africains à s'être dressé devant les personnalités et l'opinion mondiale au siège de la Société des Nations, qui donc est l'ancêtre de l'ONU, pour condamner à la face du monde l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie, qui était soutenue par les colonialistes, et il s'était juré, lui, en tant que chef de l'Église orthodoxe et chef de l'unité africaine, il s'était juré de combattre et de défaire par la volonté divine et la détermination de son peuple les projets des impérialistes italiens.